Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 octobre 2024 et c'est Halloween. Alors je dois tout de suite vous avouer que si je fais ce job, si je m'amuse à faire des chroniques tous les matins et que je dors plus de la nuit, c'est justement pour des matins comme celui d'aujourd'hui, des matins où il se passe tellement de choses, il y a tellement de trucs à dire qu'on ne sait plus par où commencer. Des matins où il y a tellement de choses qui ne jouent pas dans le monde merveilleux de la finance que c'est un vrai plaisir de jouer les psychiatres de marché et se demander si le marché actuellement est simplement bipolaire, schizophrène ou tout simplement complètement con. Et puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que l'avalanche d'informations du moment nous donne même plus le temps de réfléchir 2 secondes, puisqu'à chaque publication se résume tout simplement à l'identification d'un seul détail qui va décider de la trajectoire d'un titre, d'une action sur la journée. Et puis aujourd'hui, il y a Supermicro qui nous rappelle quand même sacrément Enron ou WorldCom, c'est égal. On va donc faire les choses dans l'ordre et commencer par les chiffres de l'UBS. Donc la banque aux 3 clés qui domine un tout petit peu le marché helvétique bancaire, eux, ils ont tout simplement atomisé les attentes des analystes, il n'y a pas d'autre terme. Donc la banque zurichoise a tout explosé, bénéfice net de 1,4 milliard, ce qui est assez tranchant par rapport à la perte de 780 millions qu'on a eu l'année passée, parce que je crois qu'ils ont racheté une petite banque locale, un truc comme ça s'appelle le Crédit, quelque chose, j'ai oublié, il y a 1 an. Je vous passe ensuite la longue litanie des chiffres, mais il suffira de retenir que le bénéfice net des 9 premiers mois de 2024 est dorénavant de 4,32 milliards et que les analystes, eux, s'attendaient à un bénéfice trimestriel de 825 millions. Alors à ce stade-là, c'est plus du ratage, c'est probablement qu'ils sont tout simplement gourés puis qu'ils n'ont pas analysé la bonne société. Enfin, hier, c'était l'UBS Group basé en Suisse qui publiait et les analystes ont probablement analysé le bilan de la société United Bus Service Limited qui traite aussi sous le symbole UBS, mais sur le marché de l'île Maurice. Un petit détail qui a son importance, mais qui peut justifier du coup un ratage pareil. Mais trêve d'ironie, après avoir pulvérisé les attentes, l'UBS a été victime de prise de bénéfices et le titre a plongé en fin de journée de plus de 4%. Alors je peux quand même pas m'empêcher de penser que ça se rapproche plus d'une vengeance de la part des analystes, parce qu'ils n'ont rien vu venir au niveau des chiffres, plutôt que d'une réelle prise de bénéfices. Mais enfin, on va dire que c'est ça. On notera aussi que Airbus a publié des chiffres au-dessus des attentes. Également, ils annoncent de nouveaux contrats sur des Airbus A320, le départ du patron des avions commerciaux, qui est agendé pour la fin de 2025. En gros, le titre était dans le rouge de 0,4%. Et puis AXA a également annoncé des chiffres en ligne avec les attentes et ils confirment leurs prévisions pour le reste de l'année. Et le titre était en baisse de 0,85%. Donc si on fait une rapide analyse à 2 balles, on peut rapidement constater, en tout cas ce qui concerne l'Europe, c'est que les bonnes nouvelles ne sont pas forcément saluées à leur juste valeur. Il faut dire que l'expression qui revenait le plus hier, c'était incertitude politique et économique. Donc hier, on peut visiblement commencer à dire que nous prenons conscience que la politique est devenue un vrai merdier total, et pas qu'aux USA, et qu'économiquement, il y a quand même pas mal de chiffres qui nous donnent, qu'on nous donne aujourd'hui, qui ne tiennent pas du tout la route, et qui échappent même à une certaine logique. On va y revenir tout à l'heure. L'ensemble des marchés européens ont donc choisi une journée déprimante hier, clairement dans le rouge, puisque même les chiffres économiques qui étaient plutôt positifs avec les PIB français et européens qui démontraient une Europe qui était forte et une croissance qui était aidée par, tenez-vous bien, les Jeux Olympiques. On sentait bien que les intervenants n'étaient pas super à l'aise quand même. Si on se base uniquement sur la performance causée par les JO et celle d'un nageur qui va plus vite que le hors-bord de Sonny Crockett dans Miami Vice, je ne suis pas certain que l'on se prépare 4 années super faciles sur les marchés. Et surtout que les JO repartent aux States. Donc hier, le pays sous le règne de Manu Ier a annoncé un PIB en croissance de 0,4%. La justification est donc toujours la même, les Jeux Olympiques, mais aussi à venir les contrats marocains. Mais une chose est certaine, c'est que les chiffres publiés ce mercredi détonnent clairement par rapport à certains constats de la réalité. Mais enfin, ça on le verra plus tard. Le CAC a défoncé le support des 7500 et perdait 1,1%. Le DAX a abandonné 1,13%. Et la Suisse, surtout, a définitivement cassé le support technique et psychologique des 12 000 points.
la forte baisse de l'UBS, le fait que Novartis continue sur la lancée de la veille, que Roche la rejointe dans la baisse, puis que Straumann se fait démonter encore une fois parce qu'il y a eu des multiples downgrades hier de la part d'analystes visionnaires encore, tout ça n'a pas aidé à tenir le choc sur le SMI. Le SMI qui est dans une situation technique qui laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et puis alors, plus tard dans la journée, les Américains sont arrivés avec leurs chiffres du jour. Et je dois dire que hier encore, on a été gâtés. Donc ce qu'il fallait surtout retenir, c'est 3 noms au chapitre publication. D'abord Caterpillar, Eli Lilly et Garmin. Si on prend les choses dans l'ordre, Caterpillar a déçu. La société qui fait aussi des chaussures a à nouveau révisé ses prévisions à la baisse. Ils expliquent que ça ralentit dans la construction, le secteur minier coupe les coûts et commande moins d'engins de chantier. Ils préfèrent soudainement bosser à la pelle et à la pioche, ce qui va forcément prendre plus de temps pour extraire le lithium des Tesla d'Elon Musk. Cat a prévu qu'ils n'atteindraient pas leurs objectifs de chiffre d'affaires. Le chiffre avait déjà été revu à la baisse cet été. Et pour ce qui est de Caterpillar, l'effet Jeux Olympiques n'a pas vraiment aidé. Bon, en même temps, un Trax de 25 tonnes, ça va moins vite que Léo Marchand dans une piscine. Par contre, il a peut-être une chance, contre Teddy Riner. Ensuite, nous avons eu droit à la publication des spécialistes de la diététique et les concurrents de Weight Watchers, ceux qui vous permettent de manger n'importe quoi et de perdre quand même 30 kilos derrière. J'ai nommé Eli Lilly. Alors, si vous n'étiez pas sur une île déserte ces 24 derniers mois, vous savez que la société pharmaceutique a développé des médicaments miracles qui permettent de ralentir votre système digestif, de manger moins et donc de perdre du poids. Ces produits ont donc permis à Eli Lilly récemment d'exploser de 400% sur les 3 dernières années. Ils ont aussi permis aux analystes d'en tirer des conclusions et de faire des prévisions dithyrambiques sur les ventes de Mounjaro et de Zepbound. Le seul problème, c'est que hier, on s'est rendu qu'on était un tout petit peu vite sur les attentes et que du coup, les ventes étaient inférieures aux attentes et qu'en plus, Eli Lilly a déclaré qu'il retirait le pérésolimab. Le pérésolimab, souvenez-vous, un médicament contre l'arthrite de son pipeline, donc ça n'a pas aidé. Bref, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres étaient bons, mais pas aussi bons qu'on aurait aimé qu'ils soient bons. Dans un premier temps, le titre a perdu 15%, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié en ce moment, avant de se reprendre et de limiter la casse en clôturant en baisse de seulement 6% et des poussières. On notera que Novo Nordisk, qui est le concurrent, en fait à peu près la même chose. La thématique des médicaments qui font perdre du poids sans rien faire reste donc toujours populaire, parce que c'est quand même plus simple de rien foutre et perdre 30 kilos. Mais il faut faire attention à nos attentes qui sont parfois un peu trop élevées. Du coup, à propos de sport, la transition est toute trouvée, puisqu'il faut encore noter que Garmin, qui fait aussi des montres pour le sport, a publié des chiffres de folie qui a surpris tout le monde à la hausse. Le titre prenait près de 23%, ce qui me fait d'ailleurs penser au fait que ce trimestre, les réactions aux publications, elles sont juste psychologiques, voire psychotiques, et qu'à chaque fois que les chiffres sont un tout petit peu trop éloignés des attentes, on assiste à des comportements de la part des marchés qui frisent quand même la crise d'épilepsie. Et puis alors, à propos de crise d'épilepsie, il a fallu mettre Supermicro en PLS après l'annonce officielle de la démission de sa société qui fait l'audit chez eux. Alors j'imagine que vous vous souvenez que Supermicro, c'est le 3e plus gros client de Nvidia d'abord, et qui sont là dans la tourmente, pour parler français et rester poli, depuis des mois, et puis qu'on n'a toujours pas les chiffres du trimestre dernier. Et d'ailleurs, le short seller Hindenburg Research les a mis dans leur viseur depuis pas mal de temps, puisqu'ils estiment que la société n'est ni plus ni moins qu'une fraude. Et là, depuis hier, on commence à se dire que les gars de Hindenburg Research, ils sont pas complètement cons, parce que EYX Ernst Young a donc annoncé notre démission en raison d'informations récemment portées à notre connaissance qui nous ont conduit à ne plus pouvoir nous fier aux déclarations de la direction et du comité d'audit et à ne plus vouloir être associés aux états financiers préparés par la direction. Et après avoir conclu que nous ne pouvions plus fournir les services d'audit conformément à la loi applicable ou aux obligations professionnelles. Donc si l'on devait traduire ça en langage un peu plus cru, on pourrait dire il y a un cadavre bien pourri qui est en train de sentir hyper mauvais, mais on ne sait même pas dans quel placard il est planqué. Alors dans le doute, soyons courageux et fuyons. Inutile de vous dire que ce genre de situation rappelle fortement 2 autres sociétés du passé, Enron et WorldCom. Les choses sont donc en train de s'aggraver à la vitesse de la lumière chez SMCI. Le titre est en route pour devenir la première, alors ça c'est un record quand même, la première société de l'histoire à effacer 100 milliards de market cap en moins de 9 mois.
Et l'action aujourd'hui est en baisse de 75% depuis les plus hauts historiques. Mais alors, bonne nouvelle quand même, hein, elle est encore en hausse de 20% depuis le 1er janvier. Et puis alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas les hurlements scandalisés du management qui vont rassurer les investisseurs, bien au contraire. Mais par contre, ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que SMCI, je vous l'ai dit au début, c'est le 3e plus gros client de Nvidia, et que dans cette histoire, alors que SMCI se prend 33% dans la gueule, Nvidia ne bronche pas. Il n'y a pas un vendeur, rien, que dalle. Nvidia est toujours au plus haut tous les temps, à quelques poussières de pourcents près. Rien, il ne se passe rien. Bref, pour l'instant, rien n'est terminé, on n'a pas annoncé que c'était une vraie fraude chez Supermicro, mais ça ressemble sérieusement à du Madoff. Mais je pense quand même que l'ambiance devait être meilleure sur le Titanic lorsque l'orchestre jouait plus près de toi, mon Dieu, que dans le board de Supermicro. Donc hier, le titre a perdu 33%, et encore 3% after close. Mais heureusement, pour couronner tout ça, il y a eu les chiffres économiques qui nous font dire que tout va bien, encore une fois. Tout d'abord, le PIB américain, 2,8% contre 3% le mois dernier. Alors si vous êtes un esprit chagrin un peu comme moi, vous direz que ouais, ça ralentit quand même un petit peu. Par contre, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça fait plusieurs mois que le PIB est en hausse de plus de 2%. Alors, on va donc dire que le chiffre est crédible et qu'il est cohérent, même si je suis pas certain que tous les secteurs économiques bénéficient de cette croissance, et que si la plus grosse partie venait des investissements en intelligence artificielle, je serais pas complètement surpris. Par contre, là où je suis surpris, en revanche, beaucoup plus surpris, c'est les chiffres de l'emploi, ADP. Donc, vous savez, l'antichambre des non-farm payrolls de vendredi, Hier, donc, les économistes attendaient donc 110 000 créations d'emplois dans le secteur privé. C'est sorti à 233 000. Alors, au-delà du fait qu'ils se sont encore complètement vautrés dans leurs calculs, on peut quand même logiquement se demander comment autant d'experts en même temps n'ont pas réussi à avoir plus de 120 000 emplois créés en plus pendant le mois d'octobre, pendant que la Floride, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud étaient sous 5 mètres d'eau et à moitié fermées pour cause d'ouragans, et que dans la foulée, on apprenait aussi hier que 160 000 personnes ont été licenciées au mois de septembre. Alors là, tout de suite, quand on lit les articles sur le sujet, tout le monde est fou de joie, parce que du coup, les NFP de vendredi, ça va être carton plein pour tout le monde. Bon, je vous avoue que je vais pas trop insister sur le sujet, parce qu'à force, on va me dire que je suis complotiste, mais je vous dis, franchement, quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, bah déjà, j'ai bien raison de penser ce qu'on pense. Mais ces chiffres sont à peu près aussi crédibles que le discours d'un politicien sous cocaïne. Peu importe le bord, ça n'est qu'un ramassis de mensonges habillés qu'un costard pour que ça fasse plus politiquement correct. Donc hier, le pétrole remontait un poil parce que les stocks américains étaient en recul et que, je cite, « les tensions au Moyen-Orient sont toujours source d'inquiétude ». Alors là aussi, j'adore ce genre de déclaration parce que alors mardi, on était à 2 doigts de penser que Benyamin Netanyahou allait inviter le président iranien à la bar mitzvah de son petit-fils, et puis tout d'un coup, on reparle de tensions et de sources d'inquiétude. Du coup, dans le doute et dans un besoin irrationnel de se sentir en sécurité, bah, l'or est au plus haut de tous les temps et le Bitcoin aussi. Du côté des chiffres qui ont été publiés hier soir after close, il y avait donc 2 Magnificent Seven, ce qui porte dorénavant à 4 le nombre d'entre eux qui ont publié ce trimestre. Et il y en aura encore 2 autres ce soir, oui, vous le savez, Apple et Amazon. Alors pour ce qui est de Microsoft et de Meta, ben, on pourrait presque résumer les choses avec les mêmes mots pour les deux. Les revenus canon, que ce soit pour la pub chez Meta ou le cloud chez Microsoft, l'ensemble des chiffres nettement au-dessus des attentes, et puis le trimestre qui vient de s'écouler était bon pour l'un comme pour l'autre. La société de Bill Gates et celle de Zuckerberg se sont toutes deux montrées relativement optimistes pour l'avenir, bien que les déclarations de Microsoft ont été jugées un tout petit peu timorées. Je ne sais pas qui est timoré, mais en tout cas, ils estiment que c'est trop timoré. Alors vous me direz, mais pourquoi les deux titres sont en baisse de plus de 3%? Bah, peut-être à cause de timoré, mais je vais aussi vous répondre immédiatement, parce qu'avant toute chose, je voudrais quand même signaler que depuis mars 2020, soit l'époque où la priorité était au stock de PQ, de pâtes et de boîtes de thon, Microsoft est en hausse de 223% et Meta de 340%. Alors on ne va pas pinailler pour 3% de baisse et des poussières sur un chiffre trimestriel. Mais bon, si vous cherchez une justification pour expliquer ça à l'apéro du jeudi, eh bien vous pourrez dire que le marché est inquiet du volume des dépenses prévues dans les mois à venir dans le secteur du cloud et de l'intelligence artificielle.
Ce qu'il y a de très très intéressant dans les chiffres et les réactions de Microsoft et Meta, c'est que soudainement, on est en train de se dire qu'on est très très inquiet des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont dévolus à l'intelligence artificielle. Alors que pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à quantifier la chose d'un point de vue revenu réel généré par l'IA. Ça, je vous renvoie à la vidéo sur l'intelligence artificielle que j'ai fait la semaine dernière. C'est d'ailleurs tout à notre honneur de commencer à se poser des questions sur le problème. Ce problème qui est évident et qui commence gentiment à émerger, comme l'iceberg du Titanic. Mais en même temps, si on commence à reprocher à Meta ou à Microsoft de trop dépenser, ne serait-il pas temps, je me pose la question, de se demander pourquoi personne ne pointe Nvidia du doigt pour se demander ce qui pourrait se passer, conditionnel, en cas de prise de conscience et de baisse des dépenses sur l'intelligence artificielle. Alors oui, certainement, je m'en excuse, je vais sûrement trop vite en besogne, mais si des investisseurs commencent à geindre et à se mettre en PLS, si des sociétés commencent à trop dépenser en intelligence artificielle, c'est qu'à un certain moment, il va quand même falloir délivrer et justifier l'utilité des dépenses en intelligence artificielle, avant que tout le monde se mette en tête de vouloir rattraper Supermicro en termes de performance. Du côté des autres choses qu'il faut retenir, on notera que le cinglé qui sert de président à vie et de boucher en Corée du Nord a encore balancé des missiles dans la mer du Japon pour s'entraîner, que Ray Dalio est inquiet de ce qui va se passer après les élections US parce que les deux candidats lui font très très peur pour des raisons différentes. Évidemment, c'est pas le seul à le penser. Coinbase a déçu hier lors de la publication des chiffres parce que le trading en crypto est en train de faire comme Supermicro. Tout le monde est en train de faire de l'investissement long terme sur le Bitcoin ou l'Ether. Du coup, le titre perdait 7% parce que moins de volume trading. 7% pendant la séance et après la séance. Et puis autrement, il y a aussi Robinhood qui a annoncé enfin un bénéfice. Mais comme c'était en dessous des attentes, le titre s'est fait exploser de 12% after close. Non. On n'est jamais content de toute manière, ou alors on est trop content, c'est jamais dans la demi-mesure. On se souviendra aussi que ce matin, la Banque du Japon n'a rien fait, laissé les taux inchangés, bon, tout le monde le savait. Et puis il y a aussi eu le PMI chinois qui est sorti à 50,1 contre 49,8 attendu. Donc il n'y a plus de contraction en Chine pour l'instant. Y aurait-il comme un frisson de réchauffement économique en Chine ? Va-t-on devoir aller checker les clients à la jumelle sur les Champs-Élysées? En tout cas, il faudra y penser ces prochains temps. Côté chiffres économiques, aujourd'hui, on a le CPI en France et en Europe, ainsi que l'emploi en Europe. Et puis ensuite, aux USA, nous aurons droit, comme tous les jeudis, aux jobless claims qui, bien évidemment, devraient cartonner tellement l'emploi va bien. Et puis, il y aura le fameux PCE, Amen, qui devrait nous démontrer que l'inflation est sous contrôle. Le contraire serait quand même hyper étonnant. Et puis, on aura aussi le Chicago PMI et les dépenses personnelles du consommateur qui devraient forcément cartonner quand on voit la confiance qu'ils ont affichée lors du dernier sondage dont on parlait dans la vidéo d'hier. Pour ce qui est des trimestriels, ce soir, il y aura Apple et Amazon. Alors pour le reste, honnêtement, on s'en fout pas mal. Même s'il faut quand même noter, pour être très clair, qu'il y aura Uber ce matin, Mastercard, Peloton, Merck, Conoco, Shell, Total, BNP, BYD, Anheuser-Busch, Regeneron et Intel qui publieront dans la journée. Mais tout ça, on en reparlera demain, j'en suis sûr. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,4%. Merci Meta, merci Microsoft et merci l'instabilité politique et économique, vu qu'on vient de s'en rendre compte. Toutes mes excuses aujourd'hui, j'ai été beaucoup trop long certainement, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc moi, je retourne me coucher pour préparer la nuit blanche suivante, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire demain matin. D'ici là, passez une excellente journée. Merci d'avoir été avec moi. Merci de revenir tous les matins. Et puis hier, il y a eu tellement de commentaires sur la vidéo qui étaient tellement hyper sympas et tellement hyper gentils et tellement encourageants. Franchement, vous êtes super. Donc, likez encore aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter. Le même type de commentaire, ça me motive à fond. Inscrivez-vous à la chaîne Suisse Côte en français. Likez, partagez. Et puis, nous, on se voit bien sûr demain matin. Non seulement parce que c'est vendredi. Et puis alors, pour un Suisse Bliss complet. Même si on a déjà beaucoup parlé de la Suisse cette semaine. Passez une très très belle journée. Et je me réjouis de vous voir demain. Allez, bye bye.